Super. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue mesdames, messieurs. Ok, je suis Christophe Cousseman. Je suis enseignant-chercheur ici à l'IESEC et aujourd'hui, ensemble avec mon collègue Cohen de Bock, qui est aussi professeur ici à l'IESEC, on va vous donner une petite introduction pour mieux structurer en fait cette conférence ici. Et cette introduction a le titre « Comprendre ce que change vraiment le Big Data ». Donc spécifiquement, juste pour commencer notre présentation, en fait, juste une petite question pour vous. Qui pense que le Big Data va vraiment changer en fait le business de demain? Levez la main. Ok, donc je pense que la majorité dit oui. Mais personnellement, je ne crois pas vraiment que le Big Data ou les grandes bases de données vont changer le business de demain. Et pourquoi pas? Parce que ce n'est pas les grandes bases de données, ce n'est pas les données, ce n'est pas le Big Data qui va changer le business de demain, c'est la manière qu'on va traiter le Big Data qui va changer le business de demain. Donc, essayez de regarder sur le Big Data, essayez de comprendre comment on peut utiliser, traiter ce Big Data pour vraiment créer un peu de valeur pour les entreprises et pour vraiment se différencier vers vos compétiteurs. Ça, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Comment on peut accueillir le Big Data pour créer de la valeur. Donc, pas le Big Data, mais la Big Valeur. Donc, ça, c'est qu'on va regarder ici aujourd'hui. Et quand on regarde un peu cette conférence aujourd'hui, on a en fait trois changements qu'on peut parler, qui peut structurer un peu cette conférence, qui sont liés en fait à la question comment accueillir une stratégie Big Data. Donc le premier, c'est une évolution organisationnelle, le premier. Le deuxième, c'est bien sûr un changement dans la technologie qu'on va utiliser dans les entreprises. Et le troisième, c'est bien sûr différentes applications et outils analytiques qui se découvrent aujourd'hui. Donc moi, je vais donner une petite introduction sur les évolutions organisationnelles et Cohen va donner une petite introduction sur ces deux derniers points. Donc, évolution organisationnelle. Là-bas, on a identifié quelques points. Et le premier point, c'est vraiment la structure des entreprises, en fait. Où on va implanter les gens qui ont un cœur pour le Big Data? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on va les implanter dans les différents départements, comme vous voyez sur le slide? Est-ce qu'on va peut-être créer un département séparé sur le même niveau des autres départements qui vont servir les autres départements dans les entreprises? Troisième option, est-ce qu'on va peut-être créer un département qui est plus proche chez le comité de direction de l'entreprise? Peut-être il y a des autres options aussi. Quels sont les avantages et les désavantages de restructurer un peu l'entreprise autour du Big Data, en fait? Ça sont les réponses qu'on va chercher aussi aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, se parle sur la culture de l'entreprise. Est-ce qu'on doit changer la culture de l'entreprise pour bien accueillir le Big Data? Je pense que tout le monde va dire oui. Oui? Oui? Je pense oui. OK? On doit être sûr qu'on va changer d'une stratégie ou d'une culture qu'est-ce qu'on pense vers une culture qu'est-ce qu'on sait en utilisant les données qui sont collectées aujourd'hui. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui est vraiment, OK, mais comment on va le faire? Comment on va changer la culture de l'entreprise? Vous avez des idées? Bon, on va discuter de ça aujourd'hui. Troisième point, c'est le Chief Data Officer. Est-ce qu'on a besoin d'un Superman du Big Data dans des entreprises? Je pense que tout le monde va dire, OK, oui. Non? OK, ça devient intéressant aujourd'hui alors. OK? Mais si on a besoin d'un Chief Data Officer, quelles sont les caractéristiques professionnelles et personnelles que cette personne doit avoir pour mieux accueillir le Big Data dans les banques et les assureurs? Ce sont des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Et un quatrième point, c'est vraiment les compétences qu'on doit avoir pour accueillir le Big Data. Quand je regarde un peu notre domaine, j'ai identifié en fait 4 compétences qui sont nécessaires aujourd'hui.
Le premier, c'est la capacité en fait de creuser dans les grandes bases de données. Le deuxième, c'est vraiment la capacité de communiquer les chiffres vers notre N+1, N+3. Le troisième, c'est en fait la capacité de visualiser dans une manière très simple des données qui sont en fait très complexes. Et la quatrième compétence que j'ai identifiée est vraiment la connaissance du business. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce qu'on doit embaucher des personnes qui combinent ces 4 compétences, ou est-ce qu'on doit vraiment embaucher aussi des personnes qui ont un profil très niche, qui sont très niches dans 1 ou 2 de ces compétences que j'ai listées ici? On a déjà parlé un peu, mais ici à l'IESEC, on essaie de traîner des participants à être des data scientists qui combinent en fait ces 4 compétences. Donc si vous avez l'intérêt de partager votre expérience ou votre intérêt, n'hésitez pas de contacter moi. Donc ça c'est pour moi. Maintenant Cohen va en fait parler des changements sur le tech et sur les outils et applications analytiques. Je vous remercie. Ok, merci Christophe pour cette introduction. Oui. Certainement. Donc en fait tu dis Cohen, mais en flamand on dit Koen. Je parlerai un petit peu de... Bon, le télécommande ne fonctionne pas. Le deuxième aspect en fait où les organisations ont changé ou doivent changer, c'est en fait la dimension technique, parce qu'évidemment quand des organisations vont rencontrer les grandes données, les grandes variétés de données, les grandes quantités de données, ils vont facilement rencontrer les limitations de leur infrastructure existante, c'est-à-dire les serveurs et les ordinateurs avec lesquels ils travaillent, mais les bases de données également, et les logiciels qu'ils utilisent pour les analyses. Donc en fait, ce qu'on rencontre avec le big data, et c'est la définition que tout le monde connaît évidemment, les 4 caractéristiques du big data, donc les 4 V, c'est-à-dire le volume, la variété, la vélocité, donc la vitesse en fait, et la véracité ou l'incertitude concernant les données. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le big data? Étant donné toutes ces évolutions, toutes les tendances qui font que aujourd'hui les volumes à traiter de données ont explosé en fait, c'est juste une évolution naturelle des technologies à utiliser pour stocker, gérer les données, pour les manipuler, pour les visualiser, pour les analyser. Donc voilà. Et aujourd'hui, le paysage du big data comprend vraiment des centaines de petites entreprises qui ont toutes leurs propres fonctionnalités, leurs propres spécifications ou spécialisations au moins. On peut les catégoriser selon quelques catégories. D'abord, on a les joueurs qui font leur focus sur l'infrastructure. En autre mot, plutôt le stockage décentralisé de données, par exemple, en s'appuyant sur des technologies comme le NoSQL, le NewSQL, ou mieux connu, c'est le Hadoop, évidemment. Et là, on peut citer des joueurs comme Cloudera, Hortonworks, mais aussi les grands joueurs qui sont déjà bien établis, comme Amazon, Microsoft et IBM. Les analytics, parce qu'aussi là, quand il faut s'appuyer sur ces grands volumes de données, il faut aussi adapter, modifier les logiciels à utiliser. Donc là, se trouvent des logiciels de visualisation, comme par exemple Tableau ou Visually, mais aussi les logiciels souvent utilisés pour le statistical computing, comme SAS ou SPSS ou Revolution Analytics. Oui, il y a évidemment beaucoup de domaines où on peut appliquer le big data ou les technologies au moins. Donc aussi là, on voit que pour plusieurs industries, il y a des joueurs ou des entreprises qui vont vraiment faire le focus sur des secteurs spécifiques, comme par exemple la finance ou le marketing. Et ce qui est un peu spécifique en fait pour les technologies big data, c'est que les méthodologies s'appuient fortement sur le open source. Donc il y a des technologies vraiment de cœur, comme par exemple le Hadoop, mais aussi Spark, comme Yarn, comme d'autres, Hive par exemple, qui sont basés sur des choses qui sont disponibles aux développeurs gratuitement, donc open source. Et on croit fortement que le open source jouera un rôle qui devient de plus en plus important, étant donné qu'il
il y a le fort lien entre les utilisateurs des technologies Big Data. C'est pas mon temps qui est fini, j'espère. Et les universités et les chercheurs aussi. Et pareil, un petit peu à toutes ces méthodologies, tous ces systèmes, il y a le cloud computing qui en fait est très bien positionné, qui offre des bons avantages vraiment pour mettre tous ces systèmes dans le cloud, sur Internet, étant donné que dans des applications Big Data, on a souvent besoin de choses qui sont très dynamiques, très flexibles et très scalable, donc évolutif en français. Bon, comme Christophe a déjà introduit dès le début de sa présentation, c'est qu'en fait la vraie valeur ajoutée se trouve sur l'aspect des applications, donc les analyses à faire sur les données. Donc parlons un petit peu de cet aspect-là, quelques applications. En fait, ce matin, on va voir beaucoup d'applications très innovatrices, donc je suis très... je m'attends à des choses très intéressantes, mais je vais vous en citer quelques autres aussi, comme par exemple le Analytics of Things. Tout le monde sait que les objets connectés, Internet of Things, c'est quelque chose qui est très actuel, donc de plus en plus de devices qui sont connectés en ligne. Il y a beaucoup de domaines d'application et comme McKinsey, dans une étude récente, a prévisionné, c'est qu'en fait ce secteur représentera vraiment beaucoup de valeur. Dans beaucoup de domaines d'application, l'automobile, les offices, les usines, la maison, mais évidemment aussi le business. Une application, juste pour vous donner un petit exemple, c'est en fait l'entreprise Camgen, qui est un joueur aux États-Unis qui a développé, au fait, qui sont des spécialistes en collection et l'analyse de données sensorielles. Donc par exemple, aux États-Unis, ils travaillent avec des chaînes de supermarchés pour mettre en œuvre beaucoup de sensors dans les magasins pour, par exemple, savoir comment est-ce que la clientèle va bouger dans les magasins pour optimiser le placement des produits ou bien la consommation d'énergie et tout ça. Mais en fait, l'un des domaines en fait, où le big data ou les applications ont joué un grand rôle, c'est la personnalisation en ligne. Par exemple, et en fait, quand on parle de personnalisation en ligne, on pense souvent déjà à la modélisation prédictive et le processus très connu que vous voyez sur ce slide. Les différentes étapes, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau. La discipline existait évidemment déjà, comme on a déjà vu avant. Mais maintenant, les technologies Big Data ont vraiment trouvé leur chemin aussi dans ce sorte d'applications. Il y a des applications qui existaient déjà, comme par exemple la prévision d'attrition des clients, l'appétence des clients, mais il y a aussi des choses, des applications qui, grâce à ce genre de technologie, ont été introduites, comme par exemple des moteurs de recommandation qui s'appuyaient beaucoup sur beaucoup de données, des calculations décentralisées, etc. Comme par exemple Amazon Affaires, ils ont vraiment été très pointus sur cette application-là. Et souvent, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de bouger de la modélisation prédictive vers une modélisation prescriptive. On passe de la question, qu'est-ce qui va se passer, à la question, comment est-ce qu'on peut se réaliser? Comme par exemple l'optimisation omnicanal, en autre mot, décider, des systèmes qui décident automatiquement quel message et quelle offre à offrir à quel client, sur quel moment et dans quel endroit. Donc, le parcours client et l'optimisation. Ou bien le online display advertising, donc les annonces en ligne qui s'appuient fortement sur beaucoup de technologies big data. C'est en fait l'introduction des enchères en temps réel qui s'utilisent souvent dans ce secteur-là, où de plus en plus de données en temps réel à la décision, est-ce qu'un annonceur va montrer une annonce ou non, vont être tenues en compte. Et finalement, la tendance de partager les données, par exemple le Open Data Movement, les gouvernements qui vont partager leurs données avec la communauté qui les mettent à disposition du public, ou bien des choses, ou des joueurs comme Twitter ou Facebook qui mettent à disposition leurs données aux développeurs, aux entreprises, et à cause de ça, par exemple, des joueurs comme Engager font des choses comme Sentiment Analysis ou Big Data Analysis. Donc,
du mapping du bus à travers le monde. Finalement, nous pensons fortement que le monde académique a un rôle important à jouer au futur du big data, à développer des nouvelles approches. Et c'est ce qu'on fait en fait dans notre centre d'expertise qui s'appelle ESX Center for Marketing Analytics, où on travaille avec des entreprises comme par exemple Crédit Agricole Insights, Leroy Merlin. Et le but, c'est vraiment de collaborer sur des projets innovatrices sur le big data avec des nouveautés académiques, mais aussi qui portent beaucoup de valeur pour les entreprises. Donc en conclusion, juste en 3 mots, qu'est-ce qui a changé dans les entreprises grâce à l'introduction du big data? C'est les structures, les ressources humaines. Deuxièmement, le côté technique ou informatique. Et finalement, la vraie valeur ajoutée se trouve dans les applications qui sont maintenant possibles grâce aux technologies. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci.